Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être venus à Bordeaux. Donc, je me présente, je m'appelle David Poulain, je suis le référent de Gironde, donc je suis le local de l'étape. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir donc la présidente ainsi que toute l'association nationale d'Anticorps qui permet de lutter contre la corruption. Et croyez-moi, ces derniers temps, on en a bien besoin. D'ailleurs, il y a un président de la République qui a été rappelé, donc on verra ce que ça donnera. Mais je ne pense pas qu'il participe à la réunion cet après-midi. Donc, je vais laisser la parole à la présidente et je vous remercie d'être venus aussi nombreux aujourd'hui. Et je souhaite une bonne table ronde, Madame la Présidente. Merci David. Bonjour à tous, bienvenue à l'Université d'Anticorps. On est ravis de vous accueillir dans cette très belle ville de Bordeaux, qui a aussi une grande tradition juridique, comme Anticorps. L'Université d'Anticorps est un moment de rencontre, de réflexion et d'échange entre les adhérents, les responsables de l'association et tous les curieux qui souhaitent nous rejoindre. C'est un moment où on fait le bilan de l'année qui vient de s'écouler, qui a été intense pour Anticorps, mais aussi on regarde vers l'avenir, celui proche d'une élection présidentielle quasi imminente, celui plus lointain de la société qu'on laissera à nos enfants et à nos petits-enfants. On est aussi ici aujourd'hui pour parler de thèmes qui sont rarement abordés dans les autres universités. La corruption, la probité, la gabegie d'argent public, l'exemplarité, les dysfonctionnements de nos institutions. Pourtant, ces thèmes ne sont pas absents des préoccupations des citoyens, ni des unes des médias, loin de là. Il y a 2 jours, l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, a été condamné pour financement illégal de sa campagne électorale de 2012. Cette condamnation intervient à peine 6 mois après une autre condamnation pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire Bismuth. Mais pas de panique, il a fait appel de ces 2 jugements et il est donc toujours présumé innocent. Il nous faut rendre hommage à la justice, cette vieille dame qui est parfois aux abonnés absents quand on a besoin d'elle, car elle s'est montrée ces dernières années à la hauteur des enjeux. Elle n'a pas vacillé. Nous aussi, nous avons tenu cette année contre un gouvernement dont la priorité semblait être de chercher des poux dans la tête d'une association de bénévoles qui ne perçoit pas 1 euro d'argent public et dont les rapports moraux et financiers sont publiés chaque année sur son site internet. Cette année, pour la première fois, le pouvoir a tenté de débrancher Anticorps, après avoir tenté la même chose avec l'association Sherpa l'année précédente. Nous avons fait face à des attaques, des élus, des procédures invasives et interminables du ministère de la Justice, des accusations publiques portant atteinte à notre honneur, une campagne de déstabilisation phénoménale dans la presse. Nous avions parfois jusqu'à 4 articles dans la presse chaque jour. Il a beaucoup été question d'un donateur qui nous versait des sommes importantes. La réalité d'Anticorps, ici nous la connaissons bien. La réalité d'Anticorps est que ces plus gros donateurs, ce ne sont pas les personnes qui versent beaucoup d'argent à l'association, ce sont ceux au conseil d'administration et dans les groupes locaux qui donnent de leur temps pour organiser des réunions, coordonner les bonnes volontés, recevoir les lanceurs d'alerte, analyser les dossiers, rédiger les signalements et les plaintes, répondre aux journalistes, penser notre plaidoyer. Ce sont définitivement eux, nos plus gros donateurs. C'est cette matière vivante qui constitue notre force, et c'est parce que nous fonctionnons de cette manière que nous ne dépendons de personne. C'est aussi pour cette raison que nous sommes forts. Personne ne peut rien faire contre une mobilisation citoyenne et bénévole de cette ampleur. Nous non plus, nous n'avons pas vacillé. Notre agrément, celui qui nous permet d'empêcher qu'un dossier politico-financier soit enterré, a finalement été renouvelé le 2 avril. Face à la forte mobilisation citoyenne, bien sûr, et à l'absence totale de sérieux des arguments qui nous étaient opposés. C'est aussi une année particulière pour Anticorps, parce que la Cour d'appel de Versailles vient de rendre un arrêt sur une affaire de corruption qui en dit long sur l'état de notre justice. Elle a annulé le procès de l'affaire de la chaufferie de la Défense, en raison de la durée non raisonnable de l'enquête, qui a duré pas moins de 20 ans. Parmi les 3 principaux protagonistes, il y avait l'ancien maire de Puteaux, qui a fini par décéder de vieillesse, à 94 ans,
Les deux autres prévenus, encore vivants, ont respectivement 83 ans et 98 ans. Que pensez-vous qu'il se soit passé après ce fiasco digne du Gorafi? Eh bien, rien du tout. C'est une année particulière aussi, puisque nous sommes à 8 mois de l'élection présidentielle et qu'aucun des candidats déclarés n'a encore, ne serait-ce qu'évoqué le thème de la moralisation de la vie publique. Ça promet. En parlant d'élections, que fait-on en France pour prévenir les financements irréguliers et les dépassements de plafonds autorisés des campagnes électorales qui ont pourtant régulièrement entaché les principales campagnes présidentielles ces dernières années? Débauche de moyens pour les meetings, dépassements colossaux de frais de campagne, maquillage comptable, tromperie des autorités de contrôle qui n'y voient que du feu. À Anticor, nous pensons qu'il faut changer les choses. Un contrôle a posteriori n'est plus satisfaisant. Il faut donner à la Commission nationale des comptes de campagne des moyens à la hauteur des enjeux. Lui donner des moyens humains et financiers qui doivent lui permettre d'exercer un contrôle en temps réel afin de pouvoir réagir si des dérives sont constatées et empêcher le pire. Car aujourd'hui, M. Sarkozy a été condamné pour financement illégal de sa campagne électorale de 2012, 11 ans après cette élection. Ce délai de traitement est évidemment dramatique, mais malgré ce dépassement de ses comptes de campagne, M. Sarkozy n'a pas été réélu. Or, on peut légitimement se poser la question, quel aurait été l'enjeu? Quel aurait été l'enjeu si M. Sarkozy avait été élu? Quelle aurait été la conséquence d'un processus électoral vicié? Faudrait-il annuler l'élection, en organiser une nouvelle? En termes de conséquences, c'est sûr, nous sommes loin de l'année de prison ferme dont a écopé M. Sarkozy et que bien sûr il n'effectuera pas puisque les peines de prison sont aménageables jusqu'à 2 ans de prison, de peine de prison ferme. D'ailleurs, M. Sarkozy avait milité pour que les peines de prison ferme soient exécutées à partir de 6 mois. On peut imaginer qu'aujourd'hui, peut-être, il a révisé sa position sur le sujet. Mais ce n'est pas la seule préoccupation. Rappelez-vous, il y a 3 ans, un scandale retentissait à travers le monde. La société Cambridge Analytica avait utilisé les données de Facebook pour influencer le vote des populations en faveur de certains hommes politiques. Cette société privée avait donc été rémunérée des fortunes, probablement hors dépenses de campagne, faisant du profilage psychologique, exploitant les biais cognitifs des citoyens que nous avons tous, pour faire gagner un candidat. Aujourd'hui, tous agissent comme si ces sociétés d'intelligence économique avaient disparu après la fièvre du scandale. Il est pourtant évident qu'il n'en est rien et qu'il est nécessaire d'enquêter sur ce sujet pour empêcher que ces structures influencent le vote des citoyens et renversent l'issue du scrutin. Dans ce contexte, Anticor pose une question centrale. Comment résister à la corruption? Nous aborderons aujourd'hui 2 thèmes particulièrement d'actualité. La première table ronde, citoyenneté vigilante, démocratie vivante, nous fera questionner le système politique dans lequel les formes de la démocratie sont respectées, certes, mais ces principes sont devenus des concepts zombies, dans lequel le principe de souveraineté populaire et d'égalité sonne creux, et dans lequel les contre-pouvoirs, pourtant essentiels dans une démocratie, sont constamment attaqués et affaiblis. Lors de notre seconde table ronde, nous discuterons de cette justice qui arrête le pouvoir, dans un contexte où médias et classes politiques s'insurgent contre la judiciarisation de la vie politique. Le ministre de la Justice mis en examen pour prise illégale d'intérêt, la ministre de la Santé sous enquête pour mise en danger d'autrui, une bonne partie du gouvernement ayant rendez-vous avec les prétoires. La justice serait-elle en train d'abuser de son pouvoir pour interférer dans la vie politique en violation de la séparation des pouvoirs? Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, abonde en ce sens, en déclarant « Une ligne rouge a été franchie, qui déséquilibre les pouvoirs en France ». Ou bien la justice réaffirme-t-elle juste un principe qui est le fondement d'une démocratie, l'égalité devant la loi, y compris devant la loi pénale. À ce sujet, le président de la République rappelait que le juge souverain, c'est le peuple. C'est faux, bien sûr, si on parle de la justice pénale, puisque la justice pénale est rendue par les juges au nom du peuple français. Et bien heureusement d'ailleurs, car cela rappellerait des périodes bien sombres de l'histoire.
Mais est-ce que c'est vrai s'agissant de la gouvernance de ce pays? Où est-elle cette souveraineté? Dans le RIP, quasiment impossible à actionner. Comment s'exerce cette souveraineté entre deux élections? Nous nous posons toutes ces questions et nous nous posons surtout la question de notre rôle. Que doit faire Anticor? Lancer un grand débat national, un Grenelle de la confiance dans la démocratie, un numéro vert des citoyens écœurés? Non, nous ne ferons absolument rien de tout cela. En revanche, tous les adhérents d'Anticor ont reçu hier un guide de la transparence. C'est un outil indispensable pour contrôler l'action de nos élus locaux. Ce guide est une invitation à devenir des citoyennes et des citoyens vigilants et actifs face au risque de la corruption. Nous espérons sincèrement que vous en emparerez. Je vais maintenant laisser la parole à nos intervenants, mais avant cela, je tiens à vous dire, particulièrement cette année, que nous vous remercions de votre soutien, qui a été manifeste en début d'année lors de la crise qui a touché Anticor. Et nous vous remercions aussi de votre présence ici, à Bordeaux, et derrière vos écrans, pour réfléchir avec nous à ces enjeux. C'est votre engagement à nos côtés qui nous donne de l'énergie, et c'est aussi à travers vous, citoyens engagés et élus exemplaires, que nous entrevoyons une issue victorieuse à cette lutte. Très bon après-midi. Merci. Alors, je lance aussitôt la première table ronde de réflexion avec deux universitaires. À ma droite, Charles-Édouard Sénac, qui est professeur de droit public, qui est membre du Cercle. Le Cercle signifie Centre d'études et de recherche comparative sur les constitutions, les libertés et l'État. Il a travaillé sur les crises de confiance, il a travaillé sur la révocation populaire des élus, il a travaillé sur la vie privée des responsables publics, et aussi sur la QPC, la question prioritaire de constitutionnalité et les portes étroites de certains lobbies au Conseil constitutionnel. Et puis à ma gauche, Alain Garrigou, qui est agrégé d'histoire et professeur en sciences politiques, qui a travaillé sur les sondages, notamment un ouvrage qui s'appelle L'ivresse des sondages, également un autre ouvrage, Démocratie n'est pas à vendre, manuel anti-sondage. Il a aussi travaillé dans une perspective historique sur l'histoire du suffrage universel en France, le vote et la vertu, et sur les élites contre la République. Ensuite, il a beaucoup de contributions au monde diplomatique, et vous avez peut-être lu sa dernière contribution sur l'abstention dans le dernier numéro. Mais pour commencer cette table ronde, dans la mesure où nous avons une actualité des sondages, à la fois parce que Anticor a réussi à faire juger l'affaire des sondages de l'Élysée et que cette affaire viendra devant le tribunal correctionnel le 18 octobre, et aussi parce que les sondages se multiplient dans la perspective de la prochaine élection présidentielle. Donc je voudrais d'abord solliciter Alain Garrigou pour nous dire comment il faut apprécier les sondages. Vaste question, merci. Oui, tout le monde l'a remarqué, c'est parti, mais c'est l'inflation, comme avant chaque élection présidentielle. Et je crois qu'il n'y a pas grand-chose à y faire. Bon, quand j'avais publié L'ivresse des sondages, c'était en 2006, il y avait la primaire, notamment socialiste, puis il y avait l'élection présidentielle. C'était devenu dément, et j'ai fait rapidement, pendant un été, que ça m'a partiellement gâché, un livre d'intervention, L'ivresse des sondages. Bon, tout ça, j'ai été invité sur tous les plateaux, mais c'était dément parce que je ne pouvais même plus faire mon boulot, parce que c'était 2 à 3 interventions par jour sur les plateaux. Bon, c'est pas du narcissisme, c'est parce que quand on a une cause, on va la défendre où il faut, voilà, tout simplement. Mais aussitôt après l'élection présidentielle, c'est reparti pareil, c'est-à-dire que le discours critique s'était un peu installé, et aussitôt après, c'était reparti. C'était ainsi que j'ai créé l'Observatoire des sondages. Bon, qui, je le savais, allait me valoir quelques ennuis, ce qui a eu lieu, effectivement, puisque 600 de procès pour des propos jugés diffamatoires. Bon, je suis beaucoup plus discret aujourd'hui. J'explique pourquoi, il vaut mieux le dire quand même. Je suis devenu membre de la commission des sondages, nommé par le président de l'Assemblée nationale, et donc inamovible.
En principe, je suis tenu au devoir de réserve. Je vous transmettrai si je me fais remonter les bretelles dans quelques semaines, comme c'est déjà arrivé, parce qu'il y a quand même des limites au devoir de réserve. Je n'interviens pas sur les dossiers qui sont traités, voilà, c'est tout. Mais pour le reste, je suis citoyen et il me semble que je peux m'exprimer. Mais vous savez, parfois, le devoir de réserve, c'est très vaste quand les gardiens le définissent. Voilà. Les sondages ont complètement modifié les systèmes politiques. Mais complètement, vous le voyez aujourd'hui, puisqu'en fait, ils servent de primaires. Or, ces primaires sont organisées, gérées par des puissances privées, qui sont souvent financées par des puissances privées. Alors, vous allez me dire, ah ben la presse fait son boulot. Non, 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 la presse ne paie pas les sondages. Elle ne paie pas les sondages. Ce sont des sondages généralement gratuits. Par contre, quand une boîte d'expertise comptable fiduciale, j'ai eu droit à un procès, merci, finance, bon, moi je veux bien que fiducial finance le Stade Toulousain, c'est du sponsoring. Je ne vois pas en quoi c'est du sponsoring de financer des baromètres mensuels, quand on peut se douter, et c'est le cas, le patron a des options politiques, c'est son droit, etc. Bon, donc, si vous voulez, ça a échappé à la puissance publique et à la régulation publique. Voilà, ça c'est le bilan. Ça modifie totalement l'économie du vote. Imaginez qu'il y a moins d'un siècle, on ne savait pas quels étaient les résultats partiels, enfin intermédiaires. Autrement dit, on décidait ou on ne décidait pas de voter en fonction d'une conviction intérieure, sans savoir qui était deuxième, troisième, etc. etc. Aujourd'hui, avec on a comparé ça aux courses hippiques, moi je veux bien, mais peu importe le genre de compétition, mais ça veut dire qu'on a les positions intermédiaires qui permettent d'intégrer ce facteur dans le calcul du vote. Ça peut donner des effets pervers complets. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle parfois le vote utile, etc. Mais si vous voulez, en l'occurrence, on vaudrait mieux faire l'éloge de l'ignorance, c'est-à-dire voter sous un voile d'ignorance. Ça veut dire voter en fonction de ses convictions et non pas de calculs tactiques plus ou moins bien ajustés à deux titres. Un, les sondages sur les intentions de vote, c'est, allons-y, du pipeau. Pourquoi ? Parce que les intentions de vote aujourd'hui, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, il n'y a pas d'intention de vote. Comment y aurait... Alors, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas des gens qui n'en ont pas, mais il y a des gens qui croient avoir les intentions de vote en faveur de quelqu'un qui ne sera pas candidat. Donc, on est en pleine fiction. Ça devient vrai, ça devient plus juste, et c'est comme ça que les sondeurs ont justifié leur position. Au fur et à mesure qu'on approche du scrutin, ces intentions de vote sont de plus en plus réelles et les sondages sont de plus en plus fiables. Mais honnêtement, à quoi sert-il de savoir les intentions de vote 48 heures avant le scrutin? On peut attendre 48 heures. Bon. Et puis, c'est complètement fictif parce qu'on le sait, les effets de composition, c'est-à-dire, on croit être rationnel, c'est-à-dire calculer, c'est une défense des sondeurs, dire au moins les gens ont tous les éléments pour calculer. Mais combien se trompent dans leurs calculs? Non seulement parce que l'information qu'on leur donne n'est pas fiable, mais parce qu'en plus, on ne peut pas savoir, pour faire juste, il faudrait savoir ce que tout le monde va faire. Bref, on est dans le domaine des algorithmes. Et c'est un facteur extrêmement important, me semble-t-il, aujourd'hui, de défiance à l'égard de la démocratie électorale. Il ne faut pas s'étonner. J'ai dit un jour, auditionné par une commission sénatoriale qui avait osé une réforme, j'ai expliqué aux sénateurs qu'un jour, il y aurait tellement d'abstention que les élections réelles seraient moins fiables que les sondages. Parce qu'au moins, les sondages, je dirais, nous, c'est représentatif. Et là, je peux vous dire que le sénateur a été particulièrement émoustillé, parce que là, on touchait quelque chose de gravissime. Eh bien, c'est en cours. Alors, le mot de défiance a été prononcé. Et effectivement, vous avez lu l'article d'Alain Guérigou sur l'abstention, et la conclusion, c'est effectivement l'élection politique, ça sert à désigner des gens qu'on ne connaît pas, mais dans lesquels on fait confiance pour défendre des idées.
mais si l'élection politique sert juste à désigner des gens et qu'on n'a absolument aucune prise sur eux et qu'ils font n'importe quoi, effectivement, on comprend l'abstention, on comprend la défiance. Et donc, l'objet de cette table ronde est notamment d'analyser la façon dont on peut éventuellement remédier à cette situation. Et parmi ces remèdes, il y a peut-être de nouvelles formes d'expression démocratique. Et on pensait notamment au référendum d'initiative citoyenne. Et Charles-Édouard Sénac a travaillé sur le référendum révocatoire. Alors, est-ce que le référendum révocatoire est si subversif aujourd'hui, ou bien est-ce que, d'une certaine façon, l'exemple de certains de nos voisins ou de pays comparables à la France peut nous inspirer? Merci. Alors, je pense que si on pose la question au sénateur qui a rencontré Alain Garrigou, il vous répondrait que oui, c'est très subversif le référendum révocatoire, ou ce qu'on appelle la révocation populaire des élus. Alors, je présente rapidement pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est. C'est l'idée qu'en cours de mandat, on peut organiser une votation pour ou contre le maintien en poste de l'élu. Donc ça donne un pouvoir important aux citoyens puisqu'ils peuvent renvoyer l'élu dont ils ne seraient pas satisfaits. Donc c'est révolutionnaire du point de vue de la façon dont en France on a conçu le statut du député, puisqu'il bénéficie d'une indépendance absolue et ce n'est qu'au moment de sa potentielle réélection qu'il peut quitter l'hémicycle. Donc il y a un côté peut-être subversif par rapport à une idéologie ancienne, mais qui dans le contexte actuel doit se poser parce que évidemment le citoyen d'aujourd'hui n'est pas le citoyen de 1789. La population est beaucoup plus mature et on pourrait tout à fait imaginer ces procédures de révocation populaire. Alors souvent, les opposants expliquent que ça existait dans l'Union soviétique, que ça existe en Amérique latine, dans des pays populistes. Et ils oublient souvent que ça existe très proche de chez nous, puisque ça existe au Royaume-Uni depuis 2015, et ça existe beaucoup au niveau des États fédérés américains qui ne peuvent pas être suspectés de soviétisme, en tout cas. Donc, alors, pour prendre un exemple de ce qui pourrait être fait en France et qui pourrait être intéressant, vous avez le cas britannique. Alors, les Britanniques ont eu en 2010 l'équivalent de leur affaire Cahuzac. Donc, il y a eu le scandale de la note de frais, des notes de frais à la Chambre des communes, donc l'équivalent de l'Assemblée nationale, où on a appris que beaucoup de parlementaires avaient fait des demandes frauduleuses de notes de frais et avaient bénéficié de beaucoup de sous publics pour des dépenses personnelles. Donc il y a eu un mouvement populaire, même au sein des partis politiques, pour dire plus jamais ça. Et donc une première loi a été votée en 2010, puis en 2015, il y a eu un consensus des partis politiques pour mettre en place ce qu'on a appelé une loi sur la révocation des parlementaires. Alors comment ça fonctionne ? Si un parlementaire est condamné en justice à une peine de prison de moins de 1 an, donc une peine assez brève, prison ferme, ou bien s'il est fait l'objet d'une sanction disciplinaire par la Chambre des communes, on va organiser dans le cadre de sa circonscription une pétition de révocation. Donc pendant 6 semaines, les citoyens qui veulent la révocation du parlementaire pourront aller dans des bureaux de vote, signer une pétition. Et si on atteint 10% des électeurs de la circonscription, ce député sera révoqué. Ça s'est déjà produit à 2 reprises au Royaume-Uni. Et l'autre modèle, qui à mon sens est plus intéressant, parce qu'il est plus démocratique d'une certaine manière, c'est le modèle qui existe dans certains États fédérés américains, où là, n'importe quel élu peut faire l'objet d'une révocation populaire, notamment en matière de corruption. Donc, je prends l'exemple de l'État du Minnesota. 25% de la population, des personnes inscrites sur la liste électorale, peuvent signer une pétition pour demander qu'on organise une élection révocatoire contre un élu qui serait, par exemple, soupçonné d'avoir manqué à la probité. Et si on atteint ce seuil de 25%, eh bien, tous les citoyens de l'État sont amenés à se prononcer pour ou contre la révocation. Alors, le côté négatif de tout ça, c'est qu'on va mélanger le registre du politique et du pénal.
mais d'un autre côté, dans une démocratie, et on le voit en France à l'heure actuelle, où on reproche aux juges d'intervenir sur ces affaires, peut-être que finalement, le meilleur arbitre dans cette histoire, ce sont les citoyens et les électeurs. Merci. Donc, avant de donner la parole à Alain Garrigou, je voudrais un peu prolonger cette réflexion. Donc, le référendum a la possibilité d'être révocatoire, mais il y a aussi d'autres référendums. Je pense notamment au référendum abrogatif. Ce n'est pas un référendum abrogatif que les Italiens ont annulé une loi dite de confiance légitime qui permettait au président du Conseil, alors Silvio Berlusconi, de ne pas déférer à des convocations judiciaires. Et donc ce travail que vous avez fait sur le référendum révocatoire, est-ce que vous pourriez le prolonger éventuellement pour dire que le référendum législatif, le référendum abrogatif, serait aussi d'une certaine façon des moyens comparables, des moyens qu'on pourrait utiliser en France? Oui, alors le cas que vous évoquez est très intéressant. En fait, moi j'étudie plus largement ce que j'appelle les institutions du contrôle populaire des élus. Donc, il y a trois piliers. Il y a la surveillance des élus par la population. Donc, ça, on le connaît en France depuis les lois Cahuzac. Il y a la possibilité de révoquer un élu. Ça, c'est ce dont je vous ai parlé. Et le troisième pilier, c'est ce qu'on appelle le veto populaire, donc, qui existe en Italie avec le référendum abrogatoire et qui existe aussi en Suisse sous un cas très particulier, un veto populaire. En Suisse, quand une loi est adoptée par le Parlement fédéral, 50 000 citoyens peuvent demander qu'on organise un référendum sur cette loi pour la valider. Si le non l'emporte, la loi qui vient d'être votée ne sera pas entrée en vigueur. Donc on peut tout à fait imaginer ces mécanismes dans le cas français, même si on est, à mon avis, plutôt dans le champ de la corruption que dans la volonté plus générale de redonner aux citoyens un pouvoir politique et un pouvoir de participation sur le gouvernement des affaires publiques. Alors, Alain Garrigou, vous avez étudié l'histoire du suffrage universel, mais finalement, il y a assez peu en France, alors même que nous avons l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme qui dit « Tout citoyen participe à la constitution de la loi, soit par lui-même, soit par ses représentants », mais le « soit par lui-même » a été un peu oublié. Il y a deux choses. Il y a la démocratie, le principe de souveraineté populaire, enfin de libre expression, et puis il y a le moyen par lequel on le met en place. Or, nous sommes toujours dans le système de représentation politique, c'est-à-dire des systèmes qui sont très vieux, dont nous avons hérité dans nos sociétés depuis les institutions ecclésiastiques. Voilà, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une remise de soi, de confier à des représentants. D'où l'éternel problème, à chaque fois, est-ce qu'on est bien représenté? D'où des solutions alternatives, qui est un véritable casse-tête, parce que régulièrement ou incessamment, il y a des propositions qui sont faites, il y a des gens qui adorent ça, bricoler, si vous voulez, c'est un petit peu comme les mécanos dans leur vélo, hein, c'est on bricole de la réforme institutionnelle, alors que fondamentalement, me semble-t-il, je pourrais prendre l'exemple là, des propositions sur les modes de scrutin, sur sur ce qui pourrait garantir une meilleure participation, etc., etc., alors qu'on est dans un cadre beaucoup plus large. Alors, par exemple, juste actualité, il y a une mission il y a un certain affolement dans certains cercles sur le prochain niveau d'abstention, et essentiellement d'ailleurs pour les élections législatives, car nos élus nationaux sont plutôt sereins, encore que ça commence à se poser des questions sur l'élection présidentielle. Alors, par contre, alors là, l'élection législative, ça promet, ça va être une catastrophe, hein, c'est-à-dire, et sur le niveau, il n'y a pas de seuil de légitimité fixé. Hein, la preuve, il y a des municipalités aujourd'hui qui sont élues avec une grande minorité de votes et ils gouvernent quand même. Bon. Mais aussi sur les effets pervers que ça va donner, c'est-à-dire des élus qui ne sont élus que grâce à l'abstention. Alors, ça finit par être tout à fait fâcheux. Donc, le président de l'Assemblée nationale
a nommé une commission pour examiner toutes les solutions alternatives. C'est un peu tard, me semble-t-il, mais toutes les solutions pour essayer d'avoir un fort taux de participation. Et la procédure choisie, ça a été quoi? Ça a été de sous-traiter chaque proposition à un groupe particulier, à des think tanks. C'est-à-dire un sur le vote par correspondance, un sur le vote blanc, etc., etc. C'est-à-dire de scinder le problème. Ce qui montre bien la vision extrêmement technique d'une question qui est beaucoup plus large, qui est la question de la défiance, de la confiance aussi bien, et pourquoi on va voter. Ce n'est pas des petites questions comme ça qu'on traite comme morcelles. Donc on est, à mon avis, très mal parti parce qu'on a oublié de penser globalement la question. Mais si vous avez des solutions, sachez qu'il y a des gens qui les attendent. Alors, dans ces solutions, vous avez parlé du vote blanc. Alors, il y a le vote blanc tel qu'il existe déjà actuellement et qui est simplement recensé, puis il y a le vote blanc qui exige de refaire des élections si un certain nombre de pourcentage des votes est blanc. Qu'en pensez-vous? Merci. On m'a déjà posé la question pour un des think tanks, donc pour le président de la Ils ne sont pas dans le think tank. Et alors, non, mais c'est marrant. La semaine dernière. Alors, ben c'est que je n'ai pas de réponse. C'est ça qui est marrant. C'est que justement, si vous voulez, en quelque sorte, on se pose les questions qu'on peut se poser. C'est-à-dire que quand c'est compartimenté par des think tanks, etc., on vous pose des questions directes. Que pensez-vous du vote blanc? Et moi, je dis non. Le vote, il y a une économie du vote, économie au sens large, qui fait qu'il y a des pièces qui ne peuvent pas être prises indépendamment. Alors, la réponse, je peux vous la donner. Je ne peux pas savoir, et personne ne peut savoir, pour une raison très simple. Il faut faire l'expérience. Il y a plein de possibilités, jusqu'à celles qui sont les plus craintes par ceux qui sont, par les élus, c'est-à-dire des sortes de cabales, d'entreprises de maximisation du vote blanc, c'est-à-dire des entreprises perçues par les élus comme subversives ou quasi subversives. Pourquoi dirais-je que ce n'est pas possible, que ça n'arrivera pas, etc. Qu'est-ce qui me permettrait de le dire? Honnêtement, rien. Et donc, la question, je suis désolé, mais... Et vous pouvez ne pas répondre à je réponds c'est qu'on ne sait pas, nul ne peut savoir, tant qu'on n'aura pas fait des expériences. Ce que je dis, simplement parce que c'est un point de vue, je dirais, théorique, de quelqu'un qui a étudié l'économie du vote depuis fort longtemps, c'est que probablement ça ne peut pas marcher. Mais c'est hypothétique. Pour moi, c'est la probabilité. D'accord. Charlie Warsenac, vous avez également travaillé sur, de façon générale, la crise de confiance ou la défiance dans la vie politique. Quelle appréciation faites-vous de la situation contemporaine? Quelle est la dynamique? Vaste question. La situation contemporaine, si on se fie à... Alors, ce n'est pas des sondages, en tout cas, vous avez un baromètre mis en place par Sciences Po, le Cevipof en particulier, qui permet de juger la confiance des citoyens dans les élus et les institutions. Et les résultats sont assez tristes. On n'a pas d'amélioration. Récemment, on a commencé à prendre en compte justement les lois de 2013 qui ont censé donner un coup de pied dans la fourmilière et qui, à mon avis, ont eu beaucoup de côtés positifs. Mais le changement ne se fait pas. Après, là, il s'agit de changer les mentalités. C'est une culture qui est très difficile. Alors, parfois, je relativise un peu les choses en disant qu'en fait, on n'a pas forcément besoin de confiance dans les élus. On a besoin de confiance dans les institutions. C'est pour ça que moi, je prêche plutôt pour une défiance citoyenne. Et d'ailleurs, je pense que l'association Anticorps elle représente tout à fait cette défiance citoyenne. On va surveiller les élus, les hommes et les femmes qui exercent les fonctions, pour essayer de repérer ceux qui ne respectent pas les règles. Je pense que c'est en écartant ces quelques personnes
qu'on va pouvoir restaurer la confiance dans les institutions, plus que dans les personnes qui nous gouvernent, parce qu'on sait depuis très longtemps que toute personne qui a du pouvoir est portée à en abuser. Donc il vaut mieux mettre en place des dispositifs institutionnels pour réguler ce système, mais ça ne sert à rien d'avoir une foi dans les hommes et les femmes qui nous gouvernent, je pense. Et dans les institutions elles-mêmes, le baromètre du CEVIPOF a un volet sur la confiance dans les institutions. Alors certaines institutions suscitent une certaine confiance, d'autres pas du tout, et parmi celles qui n'en suscitent pas du tout, il y a les partis politiques qui sont tout en bas de l'échelle, et puis il y a le journalisme, les journalistes, étonnamment. Donc, est-ce qu'il y a aussi un problème quand même de confiance dans les institutions? Alors là, c'est des institutions prises au sens très large, parce que les partis politiques sont, enfin, pour un juriste en tout cas, j'aurais du mal à les ranger dans les institutions, mais sont des corps intermédiaires qui jouent un rôle essentiel en matière de démocratie. Je pense que les gens ont de moins en moins confiance, mais qu'il ne faut pas perdre de vue le rôle très important des partis politiques en démocratie. On débat beaucoup à l'heure actuelle, enfin surtout il y a quelques mois, du tirage au sort. On en a parlé beaucoup. Et le tirage au sort, s'il était voué à se généraliser, c'est la fin des partis politiques, parce que c'est la fin de la compétition politique. Et je pense qu'il y a un rôle des partis politiques qu'on minore un petit peu. On voit surtout les chroniques des désaccords entre les partis politiques, les déchirements. Mais il y a un rôle qui initialement était joué de proposition, de force d'idées, qui est très important. Et malheureusement, je pense qu'on est rentré dans un cercle vicieux. On aura du mal à changer ces chiffres, ces statistiques, parce qu'on le voit beaucoup avec les lois Cahuzac et l'effet de la publication de la déclaration de patrimoine. On a mis en place en 2013 une déclaration de patrimoine beaucoup plus sophistiquée que celle qui existait avant pour les élus, et maintenant on peut consulter les déclarations de patrimoine. On pensait que ça pouvait avoir un rôle de restauration de la confiance, mais en réalité c'est entraîner une forme de suspicion. Les gens vont aller voir combien d'appartements a tel ministre, quelle voiture il conduit, etc. Donc, je pense que cette défiance, elle est entretenue, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose si on part de l'idée qu'il ne faut pas absolument rénover la confiance dans les personnes. Il faut mettre en place, dans une optique qui serait peut-être plus facile à transposer outre-Atlantique, mais des mécanismes de défiance citoyen et institutionnelle. Donc une citoyenneté de vigilance et de surveillance avec des institutions dans lesquelles on peut avoir encore un peu confiance, comme la justice, mais on verra ça à la prochaine table ronde. Alain Garrigou, est-ce que vous souhaitez dire quelque chose sur... puisque vous aussi, vous avez traité et travaillé sur la défiance, alors sous un autre prisme, notamment à travers l'abstention. Quelle est votre appréciation et comment peut-on y remédier de façon très large? Alors, ça ne me rajeunit pas, mais l'abstention montante, je l'avais vu quand j'ai publié Le vote et la vertu, donc en 1992. Je m'étais dit, dans 20 ans, je reviendrai sur le sujet, j'y reviens après 30 ans. Donc ça va moins vite peut-être que je pensais, mais je vois une cause, disons, processus catastrophique, parce que je vois mal comment on peut l'arrêter, c'est la montée de l'individualisation. C'est-à-dire qu'il faut quand même se poser la question, peut-être indirectement, c'est-à-dire, après tout, pourquoi les gens ont voté depuis le 19e siècle à des taux de 80% à peu près pour les législatives, pareil pour les municipales, et pourquoi, à partir de la fin des années 80, on voit bien le hiatus, ça commence à baisser, et ça s'est confirmé, etc. Bon, je pense que les gens votaient, les électeurs votaient pour une bonne partie, parce que, comment dire, ils prenaient de l'intérêt à aller voter, tout simplement. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire voter, c'est pas que le jour du scrutin. C'est on va discuter au café du rouge, au café blanc, puisqu'il y avait des divisions entre cafés, mais entre voisins, etc. Donc il y avait aussi c'était largement un geste social qui valorisait des gens qui étaient, pour la plupart, dans le grand nombre, des gens dominés.
et qui, par exemple, tiennent tellement à voter que certains se plaignent quand on les a oubliés sur les listes électorales parce qu'ils disent « on va me prendre pour un condamné au bagne », c'est-à-dire on m'a déchu de mes droits de vote. Et ils vont protester. Pourquoi ? C'est quelque chose de valorisant. Alors, sentez-vous aujourd'hui que le vote est valorisant quand vous vous rendez au bureau de vote ? Probablement non, parce que nous ne vivons pas tout à fait pareil. Nous n'avons pas ce sentiment d'infériorité qui explique l'adhésion pas gagnée d'avance au suffrage universel, qui explique que des gens humbles, simples, et même pas toujours lettrés, aient pu aller voter. Et d'une certaine manière, ça a donné à chacun une conscience de soi plus valorisée. Voilà, fondamentalement, pour moi, ce qui explique plus que l'intérêt pour la lutte politique, qui en rajoute, bien évidemment, puisqu'après tout, on peut se passionner pour un ballon qu'on se dispute. Pourquoi se passionnerait-on pas pour une lutte qui, à bien des égards, lui ressemble ? Moins marrante, sans doute, mais enfin, c'est un point de vue personnel. Et donc, qu'est-ce qui s'est effrité là-dedans ? Eh bien, c'est que, d'une manière, ce qu'on a gagné, on n'a plus à le gagner. C'est-à-dire que chacun ayant gagné une idée plus valorisée de soi-même, le vote est devenu trop ou trop peu. Trop, parce qu'on va se déposséder de sa souveraineté, c'est-à-dire on va se remettre à quelqu'un, à la volonté, aux actions de quelqu'un, et pas assez, parce qu'on pense qu'on a quand même beaucoup plus à dire que d'aller tous les 4 ans, 5 ans, même tous les ans, à un bureau de vote. Et ça, c'est un processus qui est fatal. Alors, on appelle ça, excusez-moi, double bind. Je me suis fait engueuler pour un article récemment parce que on m'a dit t'expliques pas. Ben oui, j'explique pas. Enfin, parce que c'est peut-être il faut un livre pour expliquer. Alors j'ai essayé de dire, c'est-à-dire qu'il y a un processus autodestructeur. C'est-à-dire que le fait d'avoir gagné d'une certaine manière ce droit et donc cette estime de soi fait que ce droit n'est plus à la mesure de l'estime de soi que l'on a. Dites-moi que c'est simple ce que je dis, parce que mes copains journalistes qui m'expliquent que je jargonne, je pourrais les renvoyer dans les roses. Mais je pense que c'est assez simple. Je prends un autre exemple, si vous voulez, mais c'est ce qui se passe, me semble-t-il, aujourd'hui, à propos de la science. C'est-à-dire que la défiance montante à l'égard de la science et des scientifiques, c'est le produit de l'amélioration de la connaissance. Pourquoi ? Parce que plus la science apporte, on a été à l'école, on suit dans la presse, etc., plus on se juge compétent pour parler de la science, et donc pour la juger. Pas forcément pour en faire, mais pour marquer d'une certaine manière sa compétence, on peut dire « Oh, mais de toute façon, c'est bien, les scientifiques, ils ont des liens avec les labos, vous voyez ce que je veux dire. » Et pourquoi ? Parce que, en fait, je pense que c'est quelque chose qui nous touche tous, c'est l'autodidaxie. Ce n'est pas au sens commun de l'autodidacte, c'est parce que nous en savons tous quelque chose, quelque peu sur quelque chose. Et dans très peu de cas, nous savons beaucoup. Donc, je suis le premier à me dire que je suis un autodidacte, et ce n'est pas du tout insultant, etc. Mais la maîtrise intellectuelle de ces processus permet, me semble-t-il, de comprendre pourquoi le vote, c'est devenu trop ou trop peu. Et je dois dire, ce n'est pas une bonne nouvelle, mais est-ce que les scientifiques donnent des bonnes nouvelles aujourd'hui ? Entre le climat et le reste, franchement, c'est assez déprimant. Ce qui explique aussi un certain scepticisme. Mais voilà, c'est pas des réponses pratiques pour faire des réformes. C'est une réflexion de fond, c'est ce qu'on vous demande. Ah bon, alors tout va bien. Mais je relance quand même sur quelque chose de plus concret, et on en revient au sujet potentiellement de corruption. Vous avez aussi travaillé sur les élites contre la République. Et est-ce que d'une certaine façon, cette défiance qui concerne les élites, qu'il s'agisse des élites politiques ou des élites de hauts fonctionnaires, est-ce que ça n'aggrave pas aussi la situation ? Bien sûr. Bon, vous avez peut-être remarqué que l'ENA va être supprimée. 3 mois avant, j'avais écrit
qu'on n'attendait pas des élites qu'elles réforment leurs conditions de formation, mais c'était un clin d'œil. Je me dis, il est capable de le faire. Bon, il l'a fait, c'est qu'il s'estime au-dessus certainement des modes de légitimation par le concours et le diplôme. Bon, il est clair que dans la coupure entre élite et population, c'est quelque chose qu'on retrouve partout. Je pense que les théoriciens qu'on appelle néo-machiavéliens ont raison, c'est carrément un processus nécessaire. Simplement, il y a des moments où, si vous voulez, les connexions entre, disons, les positions dominantes et les positions dominées, pour employer notre vocabulaire, ce ne sont pas exactement les mêmes. Il se trouve qu'en France, pour avoir été formé dans ce cadre un petit peu et l'avoir assez vite contesté, il me semble que les conditions de formation, enfin d'abord la condition d'émergence des élites. Quelles sont les élites? On sait le rôle de l'État, du diplôme, du concours, etc. C'est pour ça d'ailleurs que les gens qui ont des diplômes et concours évitent d'être trop critiques parce qu'ils se saborderaient eux-mêmes. Si vous voulez, il faut être un peu masochiste pour faire la critique de ce système de formation, et on vous taxe facilement d'avoir trahi, avec les sanctions qui vont avec, qui sont, par exemple, le jour où je me trouvais à Sciences Po Paris, où j'avais été invité avec Éric Zemmour, que je ne connaissais pas parce qu'on ne m'avait pas prévenu, il n'était qu'éditorialiste au Figaro. J'ai commencé tout seul, j'ai fini tout seul, parce qu'il est arrivé en retard et il est parti le premier. Ce qui, à mon avis, était assez significatif. Vous voulez savoir ce qu'il a dit? Rien. Mais comme j'étais là, un membre de la direction me dit, je tombe un peu d'anecdote, mais c'est pour faire sourire, hein. Un membre de la direction tombe sur moi et me dit, ah, vous êtes là? Je dis oui, vous voyez que nous sommes une institution pluraliste, etc., etc. C'est au temps de Richard Descoings. Je dis, oh oui, mais quand même, vous ne me recruteriez pas. Ah ben non, avec ce que vous dites sur nous. Vous voyez, le pluralisme, c'est... Mais c'est des institutions qui sont largement fermées et qui jouent le jeu. C'est pour ça que mon anecdote a un rapport. Je ne suis pas hors sujet, comme on dit dans les copies. Mais c'est un rapport parce que, si vous voulez, sous des dehors de grande ouverture, de pluralisme, c'est la comédie. C'est pas vrai, il y a des codes, il y a des choses... Il y a des choses. C'est pour ça que ça marche beaucoup à l'indiscrétion. Vous avez vu l'affaire du Hamel. Bon, c'était les petits secrets entre amis. Il y avait des rumeurs, il y avait des choses comme ça. Et c'est extraordinaire ces institutions qui se ferment sur elles, qui engendrent tous leurs codes, leurs petits secrets, etc., et qui, ça fonctionne en circuit fermé, voilà, ça fonctionne largement comme des ghettos, mais c'est pas tellement le ghetto simplement physique, c'est-à-dire topographique de l'école, etc., encore que il y a quand même, on peut faire une étude de la structure de l'habitat. Par exemple, Richard Descoings, qui est mort dans des conditions tragiques, comme chacun s'en souvient peut-être. C'est un directeur de Sciences Po. Oui, qui est mort dans un hôtel de New York et qui, son homosexualité gênait personne. Les étudiants, c'est un peu plus gênant quand même, surtout quand il les entraînait à l'hôtel Lutetia, qui est au bout de la rue de Rennes. Mais personne, tout le monde le savait, mais personne ne le disait. C'est une addiction aux stupéfiants, pas seulement. Bien entendu. C'était sur ces Sciences Po, c'est un point. Enfin, vous devez aborder la question du rapport aux élites. Alors, est-ce qu'une réponse, et vous avez travaillé sur le sujet, est-ce qu'une réponse, ce n'est pas de connaître la façon dont ces élites... Plus près. Pardon. Est-ce que vous avez déjà un peu parlé tout à l'heure, est-ce que la divulgation de la fortune et de ces élites peut être un moyen, d'une certaine façon, jusqu'où peut-on aller dans la connaissance légitime de la vie privée de ceux qui nous gouvernent? Alors, élite, vous pourrez poser des questions, voilà. Si vous le souhaitez, préparez-vous. Je pense que le système actuel
ne vise pas une élite au sens sociologique, le système actuel vise les élus, donc des personnes qui ont fait le choix de servir l'intérêt public et d'assumer des fonctions. Donc on exige de leur part, depuis assez longtemps, depuis la fin des années 80, pour les représentants de la nation, la publication enfin, pas la publication à l'époque, mais la déclaration de leur patrimoine. Et puis depuis 2013, on a mis en place ce nouveau système qui a des vertus, à mon avis, c'est celui d'insister dans ce qu'on appelle les déclarations d'intérêt, mais j'imagine que vous avez déjà eu l'occasion de les consulter, puisqu'elles sont accessibles en ligne sur le site de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, et qui permettent de mettre en lumière les liens d'intérêt qui existent entre un élu et des entreprises privées notamment. Alors ça se fait sous le coup de la déclaration et pas celui de la suspicion. L'idée, c'est que les gens montrent leurs liens sans que ces liens soient nécessairement sujets à contestation. Mais on veut faire de la transparence pour montrer qu'on agit bien. Je pense que le système actuel, il est intéressant. La question que je me pose et que j'évoquais tout à l'heure, c'est sur les déclarations de patrimoine, parce que je ne sais pas finalement quelle est la valeur ajoutée pour un citoyen de connaître le patrimoine d'un élu. En revanche, ce qui est fondamental, c'est que les autorités de justice, que la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, que le ministère des Finances puissent, elles, toutes ces autorités, contrôler les évolutions de patrimoine d'un élu pendant son mandat. Alors, il y a au moins une plus-value, c'est de s'assurer que la différence entre le patrimoine au départ du mandat et celui à la fin n'a pas progressé d'une façon illégitime. S'il y a des questions, c'est bien, sinon j'en ai au moins une autre qui concerne le financement des partis. Parce qu'effectivement, cette semaine, on a eu une condamnation pour le financement des partis politiques illicites, l'affaire Big Malion. Il y en aura peut-être une autre concernant la Libye. Mais je me pose la question, au-delà de ces histoires, est-ce que si nous nous conformions à la loi sur le financement des partis politiques, est-ce qu'on n'aurait pas malgré tout un problème parce qu'il faut rappeler que le maximum du financement d'un candidat aux élections, c'est 4 600 €. Le maximum du financement d'un parti, c'est 7 500 €. Or, nos concitoyens qui concèdent de telles sommes au soutien d'un candidat ou d'un parti sont peu nombreux. Donc, d'une certaine façon, on délègue, avant même l'élection, aux plus riches la capacité de soutenir légalement les candidats. Plus riches, et en plus, comme c'est en partie susceptible d'être défalqué des impôts, ne payent, par exemple, sur 7 500 € que 2 500. Donc, est-ce qu'on n'a pas, sur la façon dont on finance la vie politique, aussi un problème? Est-ce que l'un ou l'autre souhaite commenter ou s'exprimer sur ce problème? Ou peut-être que nous nous trompons et on a le moins mauvais système par rapport à d'autres où on accepte même que les personnes morales financent. Puisque vous me regardez, je réponds. Merci. Oui, il suffit de regarder les États-Unis. Les États-Unis, c'est une plutocratie. Bon, les sommes, c'est une compétition financière dans une large mesure. Bon, on n'a jamais pu démontrer, en tout cas, par rapport aux travaux scientifiques, on n'a jamais pu démontrer que la victoire allait aux plus riches. Ça, c'est clair. Mais c'est une corrélation qui est assez grossière. Toujours est-il que tous les systèmes sont insatisfaisants. Je crois que c'est clair aussi. On rêverait idéalement d'une compétition gratuite, enfin loyale, fair-play, qui coûte pas cher, où on s'affronte à coups d'idées, etc. Bon, alors que la logique même d'une compétition, c'est, comme au football, d'engager de plus en plus d'argent, c'est-à-dire de mobiliser de plus en plus de moyens. Et si les limites sont strictes, eh ben, c'est de tricher. Je veux dire que le cas Migmalion, c'était... bon, on a très bien compris que si M. Sarkozy avait été élu, tout aurait été effacé. C'est pas rassurant du tout. Hein. Mais qu'il a joué un quitte ou double, il a joué ce qu'on appelle le gros jeu. C'est-à-dire, on gagne tout, on perd tout.
ce qui au moins dénote un tempérament joueur. Mais il a perdu, voilà les résultats. Mais bon, ça incite à rester modeste sur les manières de contrôle, pour ne pas dire de répression. Bon, le problème, c'est après, quand on fixe une règle, elle peut être d'inspiration libérale comme aux États-Unis, c'est-à-dire il n'y a pas de problème sur l'usage de la richesse, donc on est en régime plutocratique. Il est clair que notre rapport culturel à l'argent en politique fait que si on posait la question à la plupart des gens, y compris, je pense, on ne dirait surtout pas d'argent. L'argent, c'est corrupteur, l'argent, on ne peut pas. Alors, bon, le fait est que c'est difficile. Certes, on n'est pas obligé de faire des meetings comme M. Sarkozy à Nice, où ça sent la truffe dans toute la salle, ce qui explique les dépassements larges des limites de dépenses de campagne. C'est absolument vrai ce que je dis. Bon. Mais bon, il semble bien que ce ne soit pas réaliste du tout de dire on part tout nu à la compétition. Voilà, il faut se déplacer. Il y a des choses comme ça. Certes, il n'y a pas de publicité politique à la télévision, ce qui évite les gaspillages, me semble-t-il, aux États-Unis. Mais je ne connais pas de système satisfaisant. D'accord. Y a-t-il des questions alors, une question au fond de la salle. Allez-y. Alors, je reformulerai la question pour l'enregistrement. D'accord. Je suis très intéressé, effectivement, par le contrôle du patrimoine des élus. C'est un stock. Ce qui est également très intéressant, c'est de voir comment les élus peuvent participer à l'accroissement de leur propre fortune. Et notamment, la question que je pose, c'est celle du secret des affaires en lien avec la question de la transparence sur le patrimoine des élus et tous les moyens de constituer un patrimoine supplémentaire, notamment l'évasion fiscale. Quand on regarde les questions dans le domaine de la santé, par exemple, on voit très bien quelles sont toutes les techniques qui sont mises en œuvre et qui ne sont pas du tout repérées par la question du patrimoine des élus. Alors, il y a deux questions. L'une sur le patrimoine et la relativisation de ce qu'on peut obtenir comme information avec cette transparence, et puis une autre qui ne concerne pas seulement les élus, mais qui concerne ce grand paradoxe entre une société ou même un législateur qui entend promouvoir la transparence et par ailleurs qui valide des lois comme le secret des affaires, mais il n'y a pas seulement le secret des affaires, il y a d'autres secrets dont on abuse, par exemple le secret défense, qui ne sert pas seulement à la protection des militaires. Donc je reviens vers vous au moins sur le secret et peut-être aussi sur ce qu'on peut malgré tout attendre de la divulgation des patrimoines. Vous avez un peu commencé à esquisser cette réponse. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la question du public finalement, qui peut consulter ces déclarations de patrimoine. Et je pense que le plus utile, ce sont les autorités de contrôle qui sont les mieux placées pour contrôler les évolutions et, le cas échéant, vérifier s'il y a eu des irrégularités. Alors, la loi sur le secret des affaires, par chance, elle ne rentre pas véritablement à ce stade en contradiction avec les lois de 2013, puisque on peut pas, un élu qui opposerait la loi du secret des affaires à la haute autorité pour la transparence de la vie publique, à mon avis, recevrait un rappel et potentiellement à terme, il serait signalé aux autorités. Alors là, effectivement, pour les élus, mais pour, par exemple, les chefs d'entreprise ou pour les entreprises, est-ce que c'est pas malgré tout, au-delà du paradoxe, est-ce que ça appelle pas malgré tout une observation que de voir une société qui approuve globalement le secret des affaires, même si on sait, par exemple, l'Anticor, on en a l'expérience, on a demandé à connaître les dispositifs médicaux qui avaient été agréés par des sociétés françaises, et on nous a opposé le secret des affaires, et il a fallu aller jusque devant le tribunal administratif pour obtenir partiellement une réponse. Alors,
Peut-être que la conception actuelle est beaucoup trop large, notamment depuis la directive européenne. Je pense qu'à la base, il y avait une idée qui n'était pas forcément mauvaise en elle-même, c'est l'idée que le savoir-faire doit être protégé dans les entreprises pour sauvegarder leur concurrence. Mais c'est sûr que plus ce secret des affaires s'étend, plus il y a une forme de suspicion. Et ce que je pense qu'il faut surtout mettre en œuvre, c'est des soupapes de sûreté avec les dispositifs de lanceurs d'alerte pour éviter justement que le secret des affaires devienne un brouillard qui bloque des investigations qui sont tout à fait légitimes. D'accord. L'un d'entre vous, c'est un petit peu parallèle, mais on a parlé de la fraude fiscale et de l'évasion fiscale. Je ne parle pas suffisamment dans le micro. Ça va mieux ? D'accord. Donc on a parlé de la fraude fiscale, de l'évasion fiscale, qui est un petit peu un sujet parallèle à celui qu'on devait évoquer, citoyenneté vigilante. Mais après tout, on a aussi dans notre objet social ce thème. Est-ce que vous souhaitez dire un mot de cela, ou bien on le laisse pour la partie judiciaire ? Je vais déplacer juste un petit peu, parce que c'était question de secret des affaires. Oui, parce que c'est une information qui... il faut savoir que les sondages relèvent du secret industriel. Vous ne le saviez peut-être pas. C'est une décision du Conseil d'État de 2012, absolument incompréhensible, mais qui fait que, en fait, nous n'avons droit à aucune justification des corrections, des compositions de population, enfin d'échantillons. C'est le secret des affaires, et dans un secteur, paraît-il, à haute concurrence, il faut protéger les intérêts. Alors, si vous voulez, je suis preneur d'explications rationnelles, mais ça me paraît une entourloupe d'un conseiller d'État. Il est vrai que la commission de sondage, attention à ce que tu dis, mec, et au Conseil d'État, et que je pense qu'il doit y avoir quelques passages. Mais si vous voulez, sachez que la commission des sondages est obligée de prier les sondeurs de lui donner les éléments techniques. Autrement dit, que les primaires actuellement, que tout ce qui se passe à l'heure actuelle, ce qui va être candidat, c'est livré donc à des groupes privés qui n'ont pas à justifier, même pas devant une institution de contrôle, même pas. La cuisine, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a touillé dans la marmite, c'est proprement incompréhensible. Donc il n'y a pas que des marches en avant. Pour moi, ça c'est une énorme marche en arrière. Ça sera réglé que législativement. Mais il faut savoir que la dernière fois, ça a voulu être... Enfin non, il y a eu un amendement, etc. Mais auparavant, quand il y a eu un vrai projet de loi, on la faisait très mal aux sondeurs. D'ailleurs, ils sont sortis du bois, puisque Le Monde a publié une page de Kérol, enfin, et tout ça, de Teinturier, etc. C'est l'Élysée qui a mis le veto. L'Élysée de M. Sarkozy. Mais c'est le veto, si vous voulez. Un vrai, hop, et on met un rapporteur à la commission chargé d'examiner le projet à l'Assemblée nationale, auquel j'ai proposé d'aller déposer, excusez-moi, j'ai attrapé un rhume, c'est la saison, mais eh ben, on dit non, mais on sait tout. On sait tout. Donc, si vous voulez, ça c'est très grave, je trouve, sur un processus démocratique aussi important que la sélection du personnel politique, et en tout cas que la sélection des candidats, eh bien, nous sommes marrons, si je puis dire, c'est-à-dire que nous n'avons pas accès à la manière dont la cuisine a été faite. Secret industriel. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors là, il y a deux bras qui se lèvent. Là aussi, bon, on va prendre les deux qui sont devant, et puis ensuite on prendra derrière et ici. Allez-y pour les... Allez, vas-y. Alors, en réalité, on parle du statut des lanceurs d'alerte, de l'évolution de ce statut, des insuffisances du statut actuel. Voilà.
Oui, je disais sur le... Oula, là on m'entend, c'est bon. Le droit des lanceurs d'alerte, en fait, actuellement, c'est quand même assez largement une fumisterie, quelque chose qui est très peu utilisable parce qu'il est, il est conditionné à la reconnaissance par les tribunaux de ce statut de lanceur d'alerte. Mais ce que je voulais dire par rapport au sondage, c'est qu'il serait tout à fait envisageable que quelqu'un qui travaille dans une institution de sondage révèle effectivement des méthodologies inappropriées dans le cadre de cette loi-là et qui puisse être protégé contre toute attaque vis-à-vis du secret des affaires. Bon, c'est un peu théorique, malheureusement. Je voulais aussi en profiter pour dire qu'il va y avoir une loi sur le sujet, a priori, en novembre. Alors, c'est les annonces qu'on a à la Maison des lanceurs d'alerte. On attend une transposition qui facilitera un certain nombre de choses sur le statut des lanceurs d'alerte. Mais ce n'est pas gagné. Il y a un appel à signer en ligne et je vous invite à tous le consulter. Voilà, c'était une digression et j'avais une autre question. Non, c'est pas une digression, c'est un contrôle citoyen, c'est une autre façon de contrôler, de vigilance et de surveillance citoyenne que celui que permettent les lanceurs d'alerte. Mais il y avait aussi une deuxième question. Oui, je voulais juste poser la question aux intervenants de savoir ce qu'ils pensaient de la proposition de Julia Cagé, qui est une économiste qu'on avait reçue il y a 2 ans, nous, et qui proposait pour le financement des partis politiques que chaque citoyen puisse, dans sa déclaration d'impôt, choisir un parti auquel il allouait une somme et que cette question-là puisse régler un certain nombre de sujets sur la question du financement de la vie politique française. Est-ce que justement ça ne permettrait pas de contourner cette problématique financière autour des partis politiques? Voilà, je voulais juste avoir votre réaction. Merci. Alors donc, deux questions sur les lanceurs d'alerte et sur cette hypothèse de financement des partis politiques. Vous souhaitez... Oui, alors sur les lanceurs d'alerte, j'abonderai dans votre sens en disant que le statut actuel est assez... n'est peut-être pas à la hauteur de certains standards internationaux, mais on part de très loin, donc il faut espérer que ça soit progressif. Et sur le financement, donc si je comprends bien, parce que je connaissais les propositions de Julia Cagé sur le financement des médias, mais moins sur celui de la vie politique. Donc ça serait, lorsqu'on déclare ses impôts, on serait obligé de donner à un parti politique? L'idée, c'est que chaque citoyen doit pouvoir donner une sorte de bon d'allocation démocratique. Chaque citoyen doit pouvoir donner un bon d'allocation démocratique pour le financement d'un parti s'il le souhaite, et donc dans la limite de 5 à 7 euros. Et les citoyens qui ne le souhaitent pas, pour des raisons qui leur appartiennent, eh bien, l'allocation des fonds publics se ferait comme aujourd'hui. Mais il y a une partie qui serait décidée par les citoyens et qui serait décidée et qu'ils déclaraient dans leur feuille d'impôt. Oui, alors ça peut être une bonne idée, mais il faudrait vraiment voir quels sont les partis politiques éligibles. C'est surtout ça le risque, finalement. Je ne sais pas si c'est forcément une bonne chose que l'État vienne se rajouter en intermédiaire, mais il faudra en tout cas que j'aille voir cette proposition pour me renseigner. Sur l'un ou l'autre sujet? Non, pour moi, c'est pas une bonne idée. Je le pense depuis que le livre est sorti, je l'ai dit. On m'a reproché, d'ailleurs, elle n'avait pas dit. Alors, merci, elle l'a bien dit. Franchement, on est dans le cas de financement public. Je ne vois pas ce que ça rajoute à notre financement public compliqué. Une des conditions de légitimité des institutions, c'est la transparence et la simplicité, la lisibilité. La lisibilité. Il faut que les gens comprennent. Ce qu'il y a de terrible, c'est ce qu'on ne comprend pas. Parce que c'est là qu'arrive le soupçon. Et franchement, c'est ce que je disais tout à l'heure sur ces solutions alternatives. Quand elles amènent plus de complexité, ça pose des problèmes. Je prends un exemple que vous avez vu récemment, c'est aux États-Unis. Le vote par correspondance a été élargi pour permettre à des électeurs qui travaillaient le mardi, puisque c'est le premier mardi du mois de novembre, à cause du temps où les électeurs américains étaient des fermiers, et que novembre, c'était la saison où il n'y avait pas de travaux agricoles, où on pouvait faire le chemin jusqu'au comté pour aller voter le lundi, et faire la fête le mardi, le jour du vote, et rentrer à la maison. C'est ça la raison. Mais les Américains ne touchent pas ça, ont une conception tellement sacralisée de leurs institutions qu'imaginer ce que ça peut être de changer le jour du vote, de le placer un jour férié où les gens ne travaillent pas, en principe, le dimanche, et donc de permettre aux catégories populaires de voter, puisque ce sont les catégories populaires
celles des travailleurs, etc., qui sont sanctionnées par ce jour du vote le mardi. Donc, a priori, c'est une très bonne idée de dire on va favoriser le vote par correspondance. J'ajoute qu'aux États-Unis, les bureaux de vote sont beaucoup moins densément répartis qu'en France. Il y en a beaucoup moins. Donc, il y a du trajet à faire entre chez soi et le bureau de vote. Donc, on dit, voilà, il y a une solution alternative, vote par correspondance. Vous avez vu ce qui s'est passé. Monsieur Trump a dit que le vote par correspondance, c'était la fraude. Et donc, les tribunaux, enfin les contrôles ont établi que non, il n'y avait pas eu de fraude. Il n'empêche que c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard, il y a le soupçon. Et si vous voulez, dans les démocraties, le soupçon suffit à détruire. Mais sur la proposition Julia Cagé, elle vous semble... Mais c'est un gadget de plus. Moi, je trouve que ça complique, il faut des choses simples. C'est aussi pour cela que des modes de scrutin alternatifs posent problème, parce que, allez, on va prendre le plus simple après le scrutin majoritaire, qui est la représentation proportionnelle. À plus fort reste ou à plus forte moyenne? Moi, j'ai eu des collègues professeurs de sciences politiques, dont je ne citerai pas le nom, qui, à un bureau de vote, se sont trompés dans le comptage des voix sur des questions légales. Ils ne savaient plus où ils étaient. Peut-être c'était le trac, parce qu'il fallait passer aux travaux pratiques. Mais c'est pas si évident que cela. Et quand on complique, je trouve qu'on ne va pas dans le bon sens. C'est ce que très bien d'avoir imaginé cette solution. Mais c'est un vote public qui s'ajouterait à un autre vote... c'est un financement public spécifique qui s'ajouterait à un financement public qui existe déjà, parce qu'il ne s'agit pas de supprimer le financement par l'État global. Alors, pour expliquer en fait l'ajout de cette proposition de Julia Cagé, elle vient répondre à un problème qui est qu'aujourd'hui en France, quand une personne physique fait un don à un parti politique, elle peut bénéficier d'une déduction fiscale sur son impôt sur le revenu. Et que donc, quelqu'un qui ne paye pas d'impôt sur le revenu et donne 200 € à un parti politique paye 200 €. Alors que quelqu'un qui paye un impôt sur le revenu important et qui décide de donner 2000 € à un parti politique reçoit une déduction fiscale de 66%. Donc il y a une inégalité dans le financement de la vie politique sur fonds publics. La proposition de Julia Cagé consiste à dire que l'État peut prendre en charge les préférences politiques de tous les citoyens. Elle proposait 7 € par personne et que cette prise en charge ne reste pas à leur charge. Voilà, le but est de dissiper les inégalités venant du fait que certains payent l'impôt sur le revenu et d'autres non. Et Isabelle, je te donne le micro, tu voulais poser une question. Voilà. Alors, il y a peut-être, je crois, au premier rang de ton côté, une personne qui souhaitait poser une question. Voilà, vas-y. Alors, je ne sais pas si on a fini cette discussion-là sur la proposition de Julia Cagé, parce que je ne sais pas si mes questions ce qui a été portaient sur autre expliqué chose. vous convainc, mais je pense que vous avez donné votre opinion sur le sujet. Vous ne souhaitez pas ajouter. Donc, on a fini cette discussion. Effectivement, c'est un beau projet, mais c'est normal qu'il suscite des opinions diverses. Oui. À ta question. Voilà, alors 2 questions. Premièrement, suite à ce qu'avait dit le professeur Sénac, sur qui doit contrôler les évolutions de patrimoine, est-ce que c'est les citoyens? Donc en faisant la transparence sur ce patrimoine, ou est-ce que ce sont les autorités de contrôle? Et j'ai cru entendre que vous aviez une préférence pour les autorités de contrôle, par souci de discrétion, peut-être de vie privée, respect de la vie privée. Mais une question qu'on peut se poser, c'est la corruption de ces organismes de contrôle, finalement. Parce que la corruption existe partout, et à plus forte raison, elle est d'autant plus dommageable lorsqu'elle atteint ces organes de contrôle. Alors que si le public, si les citoyens constituent une espèce de doublon, c'est-à-dire que les évolutions de patrimoine sont à la fois le sujet d'étude des organismes de contrôle officiels et aussi des citoyens, on a une espèce de doublon, de redondance, et les citoyens servent un petit peu de matelas de sûreté, si vous voulez, en cas de défaillance des organisations officielles.
Donc c'est un petit peu l'avantage. Alors, je ne crois pas que... Mais je comprends que le risque puisse être évoqué, mais aujourd'hui, la haute autorité de transparence de la vie publique a un fonctionnement qui est relativement satisfaisant avec un collège sur le sujet. Mais c'est vrai qu'on peut, par exemple, se poser la question de la commission des comptes de campagne, que nous ne soupçonnons pas d'être corrompue, mais dont on sait qu'elle n'assure pas, avec la même rigueur que d'autres autorités de contrôle, la mission qui lui incombe. Et d'une façon générale, je me permets de rebondir, de poser une troisième question. Est-ce que cette segmentation des autorités de contrôle ne pose pas en soi un problème? Est-ce qu'il ne faudrait pas préférer à cette segmentation une autorité de la probité sur le modèle du défenseur des droits, avec un ancrage constitutionnel? Oui, alors pour répondre à ce que vous avez dit, c'est vrai que, et à la base j'étais parti là-dessus, c'était positif d'avoir le contrôle citoyen, mais je me demande quelle est en fait l'efficacité de ce contrôle. Si c'est juste comparer deux déclarations de patrimoine, il y a de fortes chances que l'élu qui s'est enrichi ne le déclare pas. Donc ce sera forcément les pouvoirs d'investigation de la haute autorité associés au travail du ministère des Finances qui pourront arriver à relever les choses. Alors c'est vrai, et là je vous suis, il y a peut-être une catégorie de personnes qui peut être efficace en tant que personne citoyenne. Ça sera un journaliste qui va enquêter à côté, mais il va utiliser ses pouvoirs d'investigation. Mais j'ai peur que le simple citoyen ordinaire n'ait pas les moyens finalement de contrôler. Et je vois en revanche l'effet un peu négatif de ces déclarations sur la perception politique. Mais je vous dis tout de suite, si on me demandait est-ce qu'il faut les supprimer ou pas, s'il faut supprimer cette publicité ou pas, je répondrais non, parce que ça serait perçu comme un retour en arrière. On ne peut pas revenir en arrière. En revanche, je pense qu'on a atteint une limite dans la déclaration de patrimoine et qu'il ne faut pas exiger qu'il y ait d'informations supplémentaires déclarées. Parce que le grand débat à l'heure actuelle, c'est de savoir s'il faut élargir la déclaration de patrimoine aux proches et aux membres des familles. Et alors, à mon avis, là, ça serait aller très très loin dans l'atteinte à la vie privée. Et je pose la question parce que c'est une question qui a été évoquée dans le cadre de l'examen de la loi Sapin 2 par M. Gauvain et messieurs Gauvain et Marlex. Donc eux, ils envisagent la fusion de l'Agence française anticorruption et de la haute autorité. Donc en réalité, ça revient à faire une autorité de probité. Qu'en pensez-vous ? Alors, il faut voir en fait ce qu'il y a derrière, parce que si c'est pour leur donner, mettre en place une structure, une superstructure, mais qui n'aura pas les services et les moyens correspondants, je me méfie toujours des affichages qui consistent par exemple à constitutionnaliser une autorité indépendante. Ça n'a pas vraiment d'impact, je pense, sur la qualité de son travail. Donc il faut qu'il y ait des moyens derrière. Ça peut être la manière de créer un super gendarme de la probité, mais il faut voir un peu plus derrière ce qui se met en place. Est-ce que ce n'est pas le risque que l'une des deux missions soit mise de côté par rapport à l'autre ? Oui, j'ai entendu parler de corruption pour les autorités de contrôle. Je dirais que c'est plutôt un autre problème, c'est celui de l'indolence. Je suis désolé, mais pour voir comment ça fonctionne de l'intérieur, il y a beaucoup d'indolence. Ça passe. Alors, il y a des gens qui sont spécialistes, il y en a qui ne sont pas. Les universitaires, ça sert souvent de caution. C'est juste des gens qui sont là pour voter. D'ailleurs, dans certaines institutions, on ne vote pas carrément. C'est au consensus, comme on dit. Vous voyez ce que ça veut dire, le consensus. Donc, c'est beaucoup d'indolence. Mais je ne mets pas ça sur un défaut de caractère. Je ne me permettrai pas. Je sais comment doivent être... enfin, je sais très grossièrement comment sont composées ces commissions. Pour avoir proposé un jour une commission de contrôle des sondages, il y a longtemps avant que j'y sois, où il n'y ait que des scientifiques, quasiment, enfin, scientifiques soit en majorité, c'est-à-dire il n'y ait pas de conseillers d'État, de membres de la Cour de casse ou de la Cour des comptes. C'était un. Je leur accordais un, et par contre, il n'y avait que des scientifiques. Et elle m'a dit, c'est pas possible, parce qu'il faut une majorité de fonctionnaires d'autorité.
pour acter, enfin pour légaliser les votes, notamment les votes de sanctions et des choses comme ça. Donc ça s'est traduit, ça a été repris après, mais il y a trois non-fonctionnaires d'État, enfin mais universitaires. Je ne vous dirai pas exactement comment ça se passe, puisque je n'ai pas le droit, mais si vous voulez, c'est pas... Alors, il y a les autorités administratives indépendantes, mais dans tous les cas, il faut qu'il y ait des conseillers d'État, conseillers à la Cour des comptes et magistrats de la Cour de casse. Le problème, c'est que surtout les conseillers d'État, ils sont dans tellement de commissions qu'on n'y arrive plus. C'est-à-dire que... D'où d'ailleurs des changements de statut, pour qu'on les laisse respirer. Alors, que pensez-vous d'un conseiller d'État qui a le maximum de charges de commission, d'autorités indépendantes et autres, et qui vient... Franchement, de temps en temps, il y en a un qui fait des remarques pertinentes. Moi, je me demande un peu comment ils font, ceux qui doivent être finalement très intelligents. Mais ce n'est pas la corruption, au contraire. Et puis, il y en a, bon, hein, ça passe, voilà. C'est le problème de l'appareil administratif d'État, où il faut des compositions extrêmement strictes qui font que certains sont, je dirais, surmenés, suremployés, mais n'ont pas envie de se lancer encore dans du travail, parce qu'il y a des dossiers, c'est quand même minimalement spécialisé. Donc voilà, indolence plus complexité et surcharge de l'appareil d'État. Ça justifie peut-être l'imagination pour que les citoyens puissent s'impliquer, mais il y avait d'abord là-bas peut-être, oui, vous aviez donc deux au fond, 1 et 2. Une mission. Mais tu peux soit prendre un micro, soit préciser la question. Actuellement de quelqu'un, donc par la justice, hein, c'est sur une grosse affaire marseillaise, et donc actuellement il y a un appel fait par un directeur départemental plus éventuellement un gros élu. La problématique actuellement, c'est les marchés publics. Les marchés publics, c'est on mange à 5, 10, 15%. Et là, pourquoi il n'existe pas une commission nationale de contrôle de ces marchés publics? Les marchés sont faxés, envoyés à des entreprises X, Y, Z avant la décision et ouverture de pli. Et on répond au point, à la virgule près et à l'offre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, on vient un peu à la problématique de la mission interministérielle d'enquête sur les marchés. Et il y avait une deuxième question également au fond. On peut peut-être prendre cette deuxième question. Et puis, oui, il y avait madame qui était... voilà, allez-y. Oui, sur le même sujet, et puis après j'aurai une autre question. Moi, je pense, souvent, quand on dit transparence, en fait, une des réactions, c'est un petit peu la vôtre, dire affaires privées, domaine privé. La question de la région PACA est évoquée. Il faut savoir aussi que même dans des petites communes, on peut avoir des combats menés de ce style. Exemple, un maire qui publiquement affiche une profession, mais quand on fouine un peu, on sait également qu'il est dans des sociétés immobilières, qu'il est salarié d'une société de consulting travaillant pour des groupes soit d'électricité, et puis tiens aussi, il est membre du bureau du syndicat électricité, et puis également le BTP, et ainsi de suite. Et pour faciliter ce genre, qu'on soit citoyen tout simplement vigilant, qu'on soit élu d'opposition, eh bien, on a besoin, pour éclaircir tout ça, voilà, d'avoir accès aux intérêts. Et à la limite, on pourrait même aller jusqu'à imaginer que toute personne qui se présente à une élection municipale, quelle que soit la commune,
pourraient devoir faire une déclaration d'intérêt et de patrimoine et de revenus pour qu'on sache exactement. Ça, c'est une première question. J'avais également, si vous permettez, une question pour M. Garrigou. Tout à l'heure, si j'ai bien compris, vous avez dit à propos de l'abstention, il me semble que vous l'avez expliqué par un facteur essentiellement psychologique, individualisme, affirmation de soi. Est-ce que, et vous avez noté que l'abstention a commencé à beaucoup augmenter à la fin des années 80, est-ce qu'on ne pourrait pas y voir un effet de ce qui s'est passé en France un peu plus tard que dans d'autres pays, des années 90 de politique néolibérale, qui ont conduit à ce que beaucoup de candidats finalement menaient la même politique, que l'offre politique du coup s'est considérablement réduite, et que quand bien même dans les programmes on avait des différences, de fait quand les gens étaient élus, les différences disparaissaient très vite, et que c'était un peu les mêmes politiques qui étaient appliquées. Et alors cette remarque pourrait apparaître purement politique, mais on peut peut-être y trouver, je veux dire, une conséquence institutionnelle, c'est-à-dire que ça renverrait à la représentativité de toute la société à l'Assemblée, de telle sorte qu'on n'ait pas un système représentatif où une majorité décide de tout, mais avec une dose, voire une proportionnelle intégrale, permettre la représentativité de tous et donc permettre l'offre politique à nouveau de se réouvrir au lieu de se réduire. Moi, je pense que c'est un des facteurs de l'abstention. Merci. Alors, 3 questions en fait très différentes. Sur les marchés publics, c'est vrai qu'il n'y a pas d'institution du type de la mission interministérielle d'enquête qui a été supprimée. C'est un angle mort du contrôle. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite s'exprimer ? Oui, mais je crois qu'il y a un obstacle qui est lié à la quantité de marchés publics qu'il y aura à contrôler. Il faudrait, à la limite, prévoir des institutions au niveau régional, mais une commission nationale qui enquêterait, enfin, qui serait amenée à contrôler tous les marchés publics, notamment au moment de l'appel d'offres. Il doit y avoir des millions de marchés publics. J'ose à peine imaginer le nombre de marchés publics que ça concernerait. Donc, à mon avis, on pourrait peut-être voir un niveau local, mais... Ou qui enregistrerait, au moins, et qui permettrait... Voilà, qui permettrait de... Voilà, donc je pense qu'il y a plusieurs modalités, mais l'idée, c'est effectivement qu'il n'y a pas de contrôle des marchés publics dès lors que les élus locaux, que la commission d'appel d'offres ne fait pas son travail, on ne peut rien faire. Et donc l'idée, c'est d'imaginer quelque chose qui permette de remédier à cela, soit sous la forme d'un contrôle que vous avez évoqué, soit sous une forme d'enregistrement, mais qui permettrait au moins nationalement de contrôler. C'est peut-être ça l'idée. Alors la deuxième, je passe, enfin j'ai peut-être répondu à votre place. Non, c'est une question qui est très intéressante et on part de très loin en fait sur les marchés publics et il faut espérer que progressivement les contrôles se renforcent pour éviter les dérives. Alors il y a une deuxième question sur le cumul. C'était un cumul de professions. On peut aussi voir un problème du cumul des charges et des missions publiques. Puisqu'il y a aujourd'hui une réglementation assez ambitieuse sur le non-cumul, mais pas sur le cumul des fonctions. Et d'ailleurs, ce problème qui se pose pour les maires se pose aussi pour des députés qui parfois gagnent plus dans leurs fonctions annexes ou dans leurs fonctions de conseil que dans leurs fonctions de députés. Donc là aussi, est-ce que l'un d'entre vous souhaite répondre ? Alors, moi j'avais compris la question, notamment sur la question de la publicité de la déclaration de patrimoine. Et je pense qu'on est tout à fait sur la même longueur d'onde. Moi je suis pour que la déclaration d'intérêt et d'activité soit très largement diffusée. Parce que c'est là où il y a des informations qui permettront d'avoir, je pense, un contrôle des risques de conflit d'intérêts. En revanche, connaître le prix de la maison du maire, c'est moins raisonnable. Mais sur les déclarations d'intérêt, c'est fondamental. Et je pense que c'est sur ce point-là aussi qu'on peut élargir un petit peu à l'entourage familial. C'est le cas pour les déclarations d'intérêt à l'heure actuelle, où le déclarant doit déclarer l'activité de son conjoint. Je pense qu'on peut l'admettre. Je comprends qu'il y a une grande différence à faire entre déclaration d'intérêt et déclaration de patrimoine. Et sur la dernière question, sur le mode d'élection et la proportionnelle intégrale ou instiller une dose de proportionnelle. Oui. Je fais remarquer que le démarrage de la descente de la participation, fin des années 80, c'est pas seulement la France.
Donc il faut faire attention de ne pas trop lier ça à la conjoncture française. Ça se passe ailleurs en Europe. Hein. C'est donc une explication plus large, me semble-t-il, qu'il faut privilégier. Ce sont des phénomènes longs, hein, qui sont sensibles ponctuellement à la conjoncture, c'est-à-dire, par exemple, s'il y a des affaires, ça va effectivement réactiver le sentiment du tous pourri. Voilà. Mais sinon, c'est quelque chose, c'est un processus long. C'est ce qui le rend aussi dangereux, problématique, on va dire. Voilà. Sur la question des modes de scrutin, ça obéit à peu près toujours au même principe. Il y a 4 conditions dans lesquelles une compétition est légitime, exactement comme en sport. Il faut la transparence, la lisibilité, le dynamisme, et une autre condition que j'oublie toujours, parce que dans mon carré, comme je l'ai inventé, c'est moi qui l'oublie, et personne ne peut me sauver, mais c'est la question de la lisibilité, c'est-à-dire qu'on comprenne. Schumpeter, alors ça c'est le... Ah oui, et la 4e, je viens de la retrouver, c'est la justice. On a le sentiment de justice, c'est-à-dire que le résultat est juste. Et la représentation proportionnelle intégrale, c'est faire la priorité à la justice. Un économiste, sociologue comme Schumpeter disait le mode de scrutin, ça n'a aucune espèce d'importance, il suffit simplement qu'il y ait quelqu'un qui soit nommé pour gouverner. Le reste, on s'en fout. Donc lui, la justice, c'était pas ça, c'était la question de l'efficacité qui dominait. Les problèmes avec la représentation proportionnelle, c'est la question donc de la lisibilité, c'est-à-dire pourquoi l'un l'emporte, etc. Il y a, pour des tas de raisons, c'est pas lié simplement à un niveau scolaire, bien entendu, c'est pas très lisible. La proportionnelle, c'est en tout cas bien moins lisible que le scrutin majoritaire, qui est certainement moins juste, il n'y a pas de doute. Regardez par exemple au Royaume-Uni avec un système à un seul tour. C'est profondément injuste. Mais les Britanniques l'acceptent, eux. Je ne suis pas sûr qu'ici, ça passerait. Mais toujours est-il qu'au moins c'est simple. Et qu'en tout état de cause, une chose simple vaut mieux qu'une chose beaucoup plus juste, mais compliquée. Parce que le compliqué, on ne comprend pas, etc. Et s'installe la défiance, c'est-à-dire qu'il faut comprendre, nous sommes sur des choses qui sont des choses extrêmement labiles, c'est dans l'air, quoi. La confiance, ça tient à quoi? Et le soupçon, ça suffit. Monsieur Trump a rendu un très mauvais service à la démocratie. Il est clair qu'il n'en a rien à fiche de la démocratie, mais il a ressuscité un problème des démocraties à leur début, c'est le problème de la légalité, de la légitimité des élections. C'est-à-dire qu'on avait oublié, il y a quelques décennies, qu'on pouvait tricher à des élections. C'est-à-dire, ce n'était pas comme au début de la Troisième République, où systématiquement on va chercher, et où il y a des triches qui nous font sourire aujourd'hui. Vous voyez, les Rastel, par exemple, je ne sais pas si vous en avez vu, mais ça ne se pratique plus. Rastel, d'ailleurs, on ne sait plus ce que ça veut dire, c'est payer à boire et offrir les cigares aux électeurs le jour du scrutin ou pendant la campagne. Bon, c'est arroser. Le mode notre mode de scrutin, de ce point de vue-là, ce n'est pas le mode de scrutin, c'est ce qu'on appelait en Bretagne des élections sèches, c'est-à-dire des élections où on ne picolait pas. Et il y avait des députés qui se rencontraient et qui disaient, bien entendu, pour ce qui est de payer à boire aux électeurs, on ne peut pas l'empêcher. C'est-à-dire tout le monde le faisait. Bon, aujourd'hui, les critères de validité, enfin de légalité, sont beaucoup plus stricts. Or, on vient d'entrer à nouveau dans une période où il y a le soupçon. Le soupçon, alors les États-Unis, je pense, montrent la voie, et ce n'est pas que le vote par correspondance ou des choses comme ça, c'est les fake news. Les fake news, qu'est-ce que c'est? C'est le mot anglais pour dire fausse nouvelle. Fausse nouvelle, c'était un motif de contestation des élections sous la Troisième République récurrent à chaque fois. Il y a les cyberattaques. Cyberattaque, c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a même pas besoin qu'elles aient lieu pour entacher de soupçons le résultat des élections.
Alors, combien de temps avons-nous encore? Alors, en tout cas, il y a le temps d'une dernière question, d'une dernière salve de questions. Oui, bonjour. Cette conférence a commencé sous l'éclairage d'une affaire au niveau présidentiel. Et donc cette conférence a pour thème la vigilance citoyenne. Et il me semble que si on veut intéresser tout un chacun à ce qui le concerne, c'est-à-dire le bon usage du denier public, il est peut-être intéressant aussi pour chacun d'entre nous de connaître les droits et devoirs de chaque citoyen. Et on se rend compte que concrètement, si on veut assister à un conseil municipal, si on veut regarder un conseil départemental, on se rend compte qu'il y a des lois qui existent, comme une loi pour une république numérique, qui exige que tous les documents administratifs d'une petite commune soient en ligne, telle une taxonomie, un catalogue, et que donc ce n'est pas aux citoyens de demander un document, c'est-à-dire qu'il ne peut pas demander un document dont il ignore l'existence, mais ce sont aux institutions, aux élus, de fournir la liste de ces documents administratifs. Parmi ces documents administratifs, il y a les marchés publics, il y a les décisions, et donc là on peut voir des récurrences ou on peut voir des choses qui peuvent interpeller. Donc, déjà, il y a ça. Il y a une loi qui exige aussi que chaque élu, avant le vote du budget, présente la somme des indemnités qu'il va percevoir. Et ça, c'est jamais fait. La loi de finances aussi exige qu'avant la présentation du rapport de la Cour des comptes, de la Chambre régionale des comptes concernant le contrôle de la gestion d'une collectivité, il y a un débat en conseil municipal. Il n'y a que comme ça que les citoyens peuvent être informés de ce qui se passe et de ce qui se dit. Et on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Et les contre-pouvoirs qui sont les contrôles de la légalité sont peut-être dysfonctionnants. Je dis peut-être. Donc, comment fait-on quand on est citoyen intéressé, quand on est citoyen vigilant? Et à l'échelle d'une petite commune, il ne suffit pas d'aller au présidentiel pour déjà faire son travail de vigilance citoyenne. Et je pense ne pas me tromper en disant qu'on connaît tous un élu qu'un promoteur a approché en disant si c'est moi qui ai le marché public de travaux, tu auras un appartement. Donc des gens qui sont sous les radars de la déclaration d'intérêt. Comment est-ce possible techniquement? On passe par une SCI. Comment on fait? Et comment c'est possible qu'il y ait des constructeurs de travaux publics qui disent vous savez, la première enveloppe c'est la plus difficile pour les élus, après ça va vite. Comment on peut en arriver là? Donc peut-être Merci. Est-ce qu'on prend d'autres questions, Eric, avant? S'il y a d'autres questions, bien. Il y en a beaucoup, déjà... en fait, oui. Alors, parce que j'ai noté qu'on devait au moins terminer vers 16h. Ça nous fait... Oui, moi j'ai une question. En fait, c'était au début, on parlait de référendum révocatoire. Donc, ça présuppose l'idée que le citoyen est raisonnable et donc va éventuellement révoquer les élus qui dysfonctionnent. Mais alors, quand on voit, par exemple, Balkany ou Joissains, ou alors il y a eu des élections, donc on pourrait se dire que les élections pourraient tenir lieu de référendum révocatoire, puisqu'on ne l'a pas encore, on ne l'aura pas, mais il y a des élections et ces braves gens sont réélus avec des scores soviétiques. Donc la question, c'est est-ce que c'est clientélisme 1 et lutte anticorruption 0, voilà. Peut-être. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions? On peut en prendre une autre dans la foulée? Je crois là derrière, une question, madame, je crois qu'elle lève la main depuis le début. Et derrière encore. Il y en a une autre encore? Ah oui, c'est ça. Moi, j'ai bien entendu ce que vous dites et j'ai l'impression que le plus grand danger pour la démocratie aujourd'hui, il vient des élus eux-mêmes qui sapent le processus qui les met au pouvoir. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une urgence à arrêter cette démocratie représentative pour mettre en place une autre démocratie plus juste, plus équitable, comme vous dites? Tu peux être plus précis sur ce que c'est une démocratie plus juste et plus équitable? Une démocratie participative, par exemple, pour éviter l'entre-soi, peut-être. C'est qu'une idée. Hein. Alors, 3 questions riches. Première question, que faire quand on est citoyen dans un contexte où où il y a beaucoup de lois intéressantes, mais qui sont inégalement appliquées? Je pensais que vous étiez les mieux placés pour me répondre parce que j'ai peur d'avoir une réponse très, très décevante. Je pense qu'il faut justement essayer de jouer un rôle de vigie et utiliser toutes les procédures juridiques possibles. Si l'accès aux documents administratifs vous est refusé ou si l'accès aux documents qui était prévu par la loi de 2016 n'est pas mis en ligne, il faut saisir la CADA. Alors je ne l'ai jamais fait moi-même, je ne sais pas dans quelle mesure c'est efficace.
Nous l'avons fait, c'est assez efficace. Voilà. Et parfois, il faut aller... Alors, si la CADA vous dit, enfin, quel que soit ce que vous dit la CADA, de toute façon, si l'administration refuse, il faut aller devant le juge administratif. Et après, en tant que juriste, je n'ai plus de solution, à part le juge administratif. J'en ai bien peur. La CADA, c'est rapide. Ensuite, le juge administratif, ça dure plus longtemps, surtout si la résistance est forte. Par exemple, sur les concessions d'autoroute, c'est un militant d'Anticor qui a demandé des concessions d'autoroute et il a mis quelques années pour l'avoir, mais on l'a quand même eu. Mais voilà, donc, que faire effectivement, Pierre Mendès France disait la démocratie, ce n'est pas la possibilité de glisser un bulletin dans l'urne une fois tous les 5 ou les 6 ans, c'est un pouvoir constant de vigilance et de surveillance sur ceux qui nous dirigent. Deuxième question. Juste une petite, parce que j'y pense. Il y a une procédure, je ne sais pas si vous la connaissez, mais très particulière devant le juge administratif pour qu'il communique en urgence un document administratif. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le référé mesure utile. C'est un article du Code qui vous permet, donc c'est l'article L521-3 du Code de justice administrative pour ceux que ça intéresse, qui vous permet, si vous justifiez l'urgence, de demander la communication d'un document sous 48 heures. Voilà. Donc il faut peut-être explorer cette piste. Et je sais qu'elle est utilisée par certains pour obtenir la communication de documents. La difficulté, c'est qu'il faut justifier l'urgence. Et c'est pas quelque chose d'évident. Voilà. Alors, deuxième question, il y a des élus qui sont condamnés et qui sont quand même réélus au suffrage universel. Alors, tant qu'on n'a pas mis en place la loi sur le casier judiciaire vierge, c'est un sujet, mais est-ce que ça appelle, en dehors de cette remarque technique, parce que c'est dans notre plaidoyer, est-ce que ça appelle de votre part un commentaire? Oui. Question. Si le peuple se trompe, tant pis pour lui. Alphonse de Lamartine. Avant l'élection du président de la République au suffrage universel masculin, il faut le préciser. Ben oui, on n'a pas de garantie. D'une certaine manière, d'ailleurs, le peuple, c'est une fiction, ça n'existe pas. Il faut quand même, sociologiquement, ça n'existe pas, sauf mettre une addition, etc. Donc c'est parfaitement exact. Bon, on sait que les scores qu'on a appelés tout à l'heure soviétiques, ils ne sont même pas forcés. C'est même pas la contrainte. Donc personnellement, je suis très sceptique, c'est ma profession d'une certaine manière, à l'égard de ces idéaux qui ne fonctionnent pas. Je suis par exemple sceptique sur la démocratie participative. Ça existait en Russie révolutionnaire sous les soviets. Au bout d'un moment, on a vu toujours les mêmes qui arrivaient dans les réunions des soviets. Ils sont devenus des permanents et des apparatchiks. Alors, parce qu'il y a ce processus de sélection, etc., qui n'est pas extrêmement aimable. Alors, il ne faut pas oublier quand même, mais c'est normal qu'on l'oublie un peu ici, que le système démocratique, c'est un système qui repose sur le pluralisme. C'est-à-dire, que faire? Par exemple, se faire élire. Quand on est dans l'opposition, c'est être vigilant. Ça exclut... Alors, pourquoi ce genre d'association comme Anticor, nécessaire, etc., votre présence, c'est parce que ça n'arrive pas à bien fonctionner encore. C'est-à-dire que le pluralisme, qui est censé, dans un système représentatif, garantir le contrôle, c'est l'opposition qui va contrôler. Ça ne marche pas bien. Alors, on ne va pas reprendre les raisons pour lesquelles ça ne marche pas bien, mais de toute façon, ça ne marchera jamais. Il a été question d'histoire de la première enveloppe. Je vais vous... Pardon? Il y a un dessin. Ah, ça c'est déloyal, je trouve. Alors, sur des questions c'est-à-dire que la transparence absolue, bon, il y a des auteurs de dystopie qui ont expliqué combien c'était l'enfer. Par plein d'aspects, on s'approche de la reconnaissance faciale. Donc, je pense qu'il faut se méfier parce qu'il y a des choses inatteignables. Et tant pis si elles sont inatteignables. La corruption, c'est même pas la première enveloppe. Ça peut être la première enveloppe, mais il y a beaucoup plus subtil. C'est par exemple faire des travaux, le devis, etc. Mais on n'envoie jamais le devis. On a oublié. Ah, on a oublié.
On a oublié d'envoyer le devis. Il y a des élus qui bénéficient de travaux chez eux, etc. Mais ils ne reçoivent jamais la note. Ils ont demandé la note, ils ne reçoivent jamais la note. C'est un oubli. Qu'est-ce que vous voulez dire? Un mot sur la démocratie représentative? Oui, alors je pense que malheureusement, on ne peut pas se passer de la démocratie. Alors, je dis malheureusement, on ne peut pas faire autrement que la démocratie représentative. Il y a beaucoup trop de décisions au quotidien à prendre et les individus ne pourraient pas être consultés de manière régulière. En revanche, il y a deux choses à faire. Il y a peut-être penser autrement la démocratie représentative avec la mise en place d'un contrôle citoyen. C'est-à-dire que les gens prennent les décisions, mais ils vont être sous le contrôle des citoyens. Et en effet, développer quand ça marche, quand c'est pertinent, les outils de démocratie participative. Alors, il y en a qui marchent très bien. Les budgets participatifs, par exemple, ça marche très très bien, mais ça reste encore limité à des zones très particulières. Mais à mon avis, je ne pense pas qu'il soit concevable qu'on se passe totalement des représentants. Aussi parce qu'on a aussi besoin, chez ces représentants, lorsqu'ils exercent pas seulement un pouvoir lorsqu'ils exercent un rôle de proposition. Ce qu'on peut aussi attendre, c'est ce qu'initialement on attendait des partis politiques, c'est qu'ils soient fer de lance des idées. C'est moins le cas aujourd'hui, mais on va plus contrôler les élus pour ce qu'ils font, pour leurs initiatives, plutôt que prendre des initiatives à leur place, à mon avis. Dernière question. Alain Garrigou me parlait avant cette table ronde de son action personnelle, de son expérience personnelle contre les procédures Bayon. Vous pouvez nous en dire un mot? Oui, c'est utile, je pense. C'est pas du narcissisme, c'est des ennuis. Les ennuis, il faut parfois les publier. Ce qui est dommage, c'est que j'ai remarqué souvent, on ne communique pas entre des gens qui ont les mêmes soucis. Je peux témoigner. Récemment, un collègue sociologue qui est très connu, bon, je peux le dire, c'est Jean-Claude Kaufmann. Il était malheureux dans son coin. Je lui expliquais son procès, puisqu'il avait été attaqué pour une intervention à la télé, non, en 20 minutes. Et de ça, rien que de communiquer entre victimes, entre cibles, je préfère cibles que victimes, parce que les cibles peuvent se défendre. Ça lui avait fait du bien, il me l'a dit très gentiment, parce qu'il était perdu dans une procédure Bayon. Bon, j'ai appris le terme parce que ça m'a j'ai été ainsi la cible pour une interview dans Libération où j'avais dit que M. Buisson, conseiller M. Sarkozy à l'époque, c'était en 2009, était soit un escroc, soit un financier du sarkozysme. J'ai été poursuivi en diffamation. Ça ne fait pas plaisir parce qu'on ne comprend rien. On n'est pas habitué. Moi, j'ai attendu un certain âge pour être poursuivi en diffamation. Et puis, je savais que la plainte, ça venait de l'Élysée. C'était le cabinet noir de l'Élysée qui se réunissait le dimanche après-midi, qui avait donné son accord à cette poursuite où on me réclamait 150 000 euros. Je ne sais pas combien, 60 000 euros pour parution dans la presse, etc. C'est marrant parce que du jour au lendemain, quand ça a été public, j'ai plus eu un coup de téléphone. Mais silence radio. Mais c'est absolu. Donc, on se sent pas bien. J'ai posé la question à des collègues, pourquoi tu m'as pas téléphoné? On dit, parce qu'on réfléchissait à la riposte. J'aurais préféré un petit coup de téléphone amical, mais c'est comme ça. Mais parce qu'on est un peu pestiféré. Bon, toute sa vie organisée autour de ça, puisque j'habite Bordeaux, j'ai fait 4 plaintes au commissariat pour ma porte défoncée. Je ne pense pas que ce soit ça, mais on devient paranoïaque. Voilà. Bon, le procès a eu lieu. Alors là, c'était vraiment pour me faire condamner, puisqu'on a envoyé Maître Goldnadel pour M. Buisson, qui est un copain de Goldnadel, voilà. Il a été pour ses frais, puisqu'il a été ridiculisé. Mais en l'occurrence, le président du tribunal m'a interviewé pendant 1 heure. Ma pauvre avocate n'avait rien à dire, elle a été fort contrite, parce qu'en principe, un avocat aime bien parler. Bon, M. Buisson a été débouté. Bien entendu, il a fait appel, puisqu'une poursuite Bayon, c'est que j'ai les moyens de payer, et tant pis si je perds, mais c'est toi qui n'as pas les moyens, et comme chacun le sait, un professeur de fac, c'est pauvre.
Je me suis fait traiter un jour sur un plateau de petit prof de fac par un sondeur. Je ne vais pas me laisser intimider par un petit prof de fac. Moi, j'ai les moyens. Moi, je brasse des millions. Cité. Et le Canard enchaîné a eu l'idée de le citer. Je ne vous dis pas après l'explication quand le sondeur et moi, on s'est croisés sur un autre plateau que j'avais menti, etc. Bien sûr, je n'avais pas menti. Donc, vous voyez, juste, c'est pour du vécu. C'est la vie ordinaire est quand même singulièrement perturbée. Alors que c'est rien du tout, finalement. Mais depuis, les universitaires ont une protection fonctionnelle. Alors, comme j'ai eu le procès en appel, et juste avant que le jugement en appel soit publié, j'ai eu une deuxième plainte en diffamation, cette fois-ci par la boîte d'experts comptables fiduciale et son patron, qui est un Bordelais d'ailleurs. Parce que là, qu'est-ce que j'avais fait ? J'avais évoqué les sondages payés par des puissances privées. Hein, bon. Donc là, cette fois-ci, j'ai été mis en examen directement. C'était plainte avec constitution de partie civile. Vous voyez, j'étais à Bordeaux. Il a fallu que je prenne le train pour aller au palais de justice, qu'un juge d'instruction, qui était une juge en l'occurrence, me dise « Monsieur, vous n'avez rien à dire. Vous déclinez votre nom, votre prénom et votre date de naissance. Et vous repartez. » Franchement, le déplacement, vous voyez, j'aurais pu me passer. Bon, je suis sur les deux. C'est la mise en examen en matière de diffamation. Le juge ne peut pas interroger la personne sur le fond. Et comme j'ai quand même interrogé la juge d'instruction en question, qui m'a dit que effectivement les gens qui passaient, c'était les journalistes et les universitaires, qui appréciaient pas tellement la brutalité de la procédure, et que j'ai compris qu'elle le déplorait, mais qu'elle pouvait pas changer la loi. Voilà, bon, très bien. Donc, je suis parti dans un deuxième procès, qui était un procès, alors typiquement de poursuite Bayon, c'est-à-dire qu'ils n'espéraient pas gagner, mais j'ai axé toute la défense. J'ai demandé à mon avocat d'interviewer 1 heure, explication, court. Je me semblait que j'étais à l'université, vous voyez, dans un amphithéâtre, parce qu'en fait, je me suis aperçu que souvent les magistrats, enfin les présidents de séance, écoutent si souvent les avocats qu'ils ne sont pas pressés d'en écouter encore et qui préfèrent s'adresser aux prévenus. Bref, après ce jugement, j'ai demandé à ce que mon avocat prononce le terme de poursuite Bayon. Pardon ? Poursuite Bayon pour que ce soit acté dans un jugement, pour le faire savoir. C'est tout. Et j'ai demandé au ministère que le ministère des Universités accorde la protection fonctionnelle systématiquement. Et ça a été fait par une circulaire. Maintenant, tous les universitaires qui sont poursuivis en diffamation peuvent demander à leur université et obtenir la protection fonctionnelle. C'est pas pour rien, excusez-moi. Je vous remercie beaucoup. Merci. Je vais sonner l'heure de la récré. Voilà. On a un petit quart d'heure de pause et puis on parlera tout à l'heure de cette justice qui arrête le pouvoir. Tout à fait. On parlera de la résistance à la corruption sous un autre angle.